Namasté, bonjour Huguette. Namasté Kiran. Bonjour Voilà. Kiran. Quelle joie de se rencontrer. Cette rencontre devient visuelle et virtuelle en même temps. En réalité, ce chemin virtuel devient un véritable chemin de yoga. Parce que dans le yoga, on cherche ce côté virtuel quelque part par les méditations, par la pratique et d'autres choses. Nous allons célébrer dans quelques jours la journée internationale du yoga, le 21 juin, et autour de 21, bien sûr, nous pratiquons tous un tout petit peu plus dans le monde tout entier avec différentes variations, différents chemins. Cette année, encore une fois, ça sera un peu différent dans le sens que à Paris, il y a la possibilité de pratiquer, mais pas si nombreux comme avant, on a fait il y a 2-3 ans. Oui. Moi, j'ai pensé pour l'année 2021 de faire quelques réunions et puis surtout mettre sur les médias, de partager et surtout grâce à l'ambassade de l'Inde, partager avec autant de personnes, surtout francophones, qui ont moins de possibilités d'apprendre et pratiquer le yoga dans ces différentes branches. Alors, commençons par le commencement. Huguette, toi, tu es directrice fondatrice d'Atlantide, un centre de yoga, de l'Ayurveda et aussi tout un cheminement intérieur qui est ton chemin personnel et ainsi que tu partages ce chemin avec les autres. Oui. D'autre part, je pense que tu étais un peu comme moi enseignante et notre lien commence, je pense qu'on a enseigné les mathématiques. Et oui. Et oui, voilà. Et quelque part, on dit que les mathématiques, c'est très cartésien, mais ça nous a amené tous les deux vers le yoga. Ça signifie qu'il y a quelque chose, cette recherche, soit on va dire de l'infini, qui se porte en toi ainsi qu'en moi, et d'autre part aussi, cette recherche de zéro, veut dire le néant, veut dire le calme total ou méditation. Mais oui. Et puis, ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est que il y a bien sûr tout ce que les humains peuvent expliquer à l'heure actuelle. Exactement. Et puis, il y a tout ce qui est là, qui existe et que les humains ne peuvent pas encore accepter, expliquer à l'heure actuelle. Et ça, beaucoup de scientifiques l'ont reconnu à un moment donné et donc sont partis dans l'acceptation qu'il y avait une organisation beaucoup plus grande que nous, au-delà de nous. Tout à fait, voilà. Tout à fait, c'est vrai. Voilà. Tout d'abord, alors, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que le yoga selon toi? Et nous allons aller vers le vrai sujet de la causerie cet après-midi, c'est Kundalini Yoga. Mais d'abord, le mot yoga. Le mot yoga. Oh, naturellement, si je prends les définitions, yoga veut dire union. Mais union de quoi? Exactement. Union de quoi? Et disons que les années m'ont amené à me dire quelle est la première union à faire chez l'être humain. Et la première union à faire chez l'être humain, c'est de mettre ensemble, ou en tout cas le plus près possible, qui il est vraiment, c'est-à-dire ce qu'en yoga nous appelons l'Atman, la partie divine de l'être, et la personnalité et l'ego, ce que nous montrons à tout le monde.
Ce que nous montrons, c'est notre ego, mais ce n'est pas qui nous sommes. C'est absolument pas qui nous sommes. Il n'y a que nous, chacun de nous, là tout au fond, à l'intérieur, qui sait qui nous sommes. Oui. Et j'invite toujours à mes élèves à l'extérieur, elles disent ce qu'elles veulent, mais à elles-mêmes, ne pas se mentir. Oui. Voir vraiment où elles en sont. Et voilà, pour moi, c'est la première union à faire à l'intérieur de chaque être. Oui, c'est-à-dire d'abord se connaître. Qui suis-je? Ça, c'est la question fondamentale. Même les grands yogis comme Raman Maharshi dans le sud de l'Inde, avec cette colline de Arunachalam et la méditation. Et qui suis-je? C'est la première des questions qu'il nous demandait de poser. Très, très bien. Mais en même temps, je vois derrière toi ce magnifique tableau avec les chakras. Oui. Et puis, je pense qu'il y a aussi l'histoire de la Kundalini, dès qu'on parle des chakras. Alors, clarifions un petit peu, qu'est-ce que les chakras d'abord? Bon, alors, ma vision. Nous avons un corps physique et celui-là, en général, tout le monde le connaît. Oui. Ce corps physique est parcouru de canaux, des canaux que nous connaissons, les veines, les nerfs, tout ça nous connaissons. Mais il est aussi parcouru d'énormément de courants d'énergie qu'en yoga nous nommons les nadis. Les nadis, et il y en a à l'intérieur du corps, il y en a à l'extérieur du corps, tout autour de nous. Et les nadis, c'est un peu comme des fils électriques. Et chaque fois que deux fils électriques se croisent, il y a un tourbillon qui est ce que l'on peut expliquer en physique, tout simplement, un tourbillon. Et ce tourbillon énergétique, c'est un chakra. Voilà. C'est bien. Donc, ça veut dire que des chakras, nous en avons partout dans le corps et même un peu à l'extérieur et énormément. Mais on parle toujours des 7 principaux. 7, voilà. Pourquoi sont-ils principaux? Parce qu'ils longent notre colonne vertébrale. Ils sont le long de notre principal canal d'énergie dans le corps qui s'appelle Sushumna, qui part du premier chakra tout en bas, qui se termine à l'endroit de la fontanelle. Et là, nous avons 7 zones très importantes où se croisent des nadis importants. Voilà. Et ce sont... Oui, vas-y. Non, c'est bien, très, très bien. Je suis très content. Bon. Et ce sont principalement de ces chakras-là que l'on veut parler. Certaines personnes croient parfois qu'on n'en a que 7 dans le corps. Non, 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 non. On en a tellement, tellement, tellement plus. D'ailleurs, les gens qui massent savent bien qu'on en a un au centre de la paume de la main. Hein? Oui. Un chakra qui fait que ou la personne est bien par le massage, ou bof, c'est qu'un massage, quoi. Bon, et si je reviens à ces 7 chakras principaux, ils sont tous réunis à des glandes endocrines, à des organes, et ils sont en relation avec tout cela. Et donc, ils reflètent en même temps le fonctionnement de notre corps physique. Ils le reflètent et ils y interviennent. Parce que, oserais-je dire, que nous ne sommes que le jouet de nos glandes endocrines? C'est tout à fait vrai. Et pourtant, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. C'est parce que, voilà, tout ce qui nous arrive dans la vie, que la plupart des gens vont nommer émotions, et je sais qu'il y a des gens qui adorent leurs émotions, elles sont là, elles ont leur rôle, elles donnent une information. Oui. Après, qu'est-ce que nous faisons de cette information? Ça nous appartient. Et ça, le yoga peut beaucoup nous aider à comprendre et à répondre à cette émotion. Voilà. Alors, l'émotion déclenche une production endocrine. Oui, je dis bien, une production d'une de nos glandes endocrines. Mais cette production est absorbée, transformée par le sang très, très, très vite.
Et donc, l'émotion, normalement, ne dure pas. Elle a fait son rôle, elle a donné l'information. Oui. Nous, notre travail, c'est comment allons-nous répondre à cette information. Alors, bien sûr, si nous estimons que nous sommes, oh là là, des êtres hyper malheureux, nous allons relancer l'émotion tout le temps et nous allons peut-être être tout contents de la relancer. Mais ça va nous mener à quoi? Hein? Voilà. Alors, c'est très bien. Alors, on parle aussi, tu as parlé de Sushumna Nadi, ou le méridien Sushumna, on va dire comme ça. Dans la médecine chinoise ou l'Extrême-Orient, on parle de 12 méridiens ou 14 méridiens. Et dans le domaine du yoga, on nous parle d'abord de Ira, Pingala et Sushumna. Est-ce que ça se marie? Est-ce qu'il y a une différence? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, alors, ce que j'en pense. On a tendance à nous dire qu'il y a dans tout être un côté féminin, un côté masculin, un côté solaire, un côté lunaire. Oui, en fait, ça représente l'humain, en fait. L'humain est composé des deux. Et peut-être qu'avant, si les femmes étaient très typées, les hommes très typés, il y avait un côté qui était plus je dirais comment, plus nourri que l'autre. C'est de moins en moins vrai, je crois, à l'heure actuelle. Mais alors, ils ont un rôle différent. Ida, par exemple, c'est le nadi dit féminin, c'est le nadi intériorisant, c'est le nadi rafraîchissant, c'est le nadi qui va nous faire rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, revenir en nous. Voilà. Pingala, très bien. C'est le nadi solaire, le nadi qui va nous faire aller vers l'extérieur, qui va nous faire aller vers les autres, vers la vie. Et l'équilibre, c'est 6 mois vers soi, 6 mois vers l'extérieur. Autrefois, les paysans, pendant 6 mois, au moment de la moisson, de toutes ces choses-là, ils se rencontraient, ils travaillaient ensemble, voilà, c'était l'été, tout avait lieu à l'extérieur. Et puis arrivait l'automne. On rentrait les récoltes, les gens rentraient à l'intérieur, retournaient en eux-mêmes, allaient voir comment ils se sentaient. Et voilà, nous avons nos 6 mois d'hiver et nos 6 mois d'été d'une certaine façon. Et ça, c'est un équilibre juste. Il faut aussi bien être ouvert vers les autres que savoir retourner vers soi pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour aller voir comment nous nous rencontrons, comment nous sommes avec nous. Est-ce que nous sommes bien avec nous ou est-ce que nous avons vraiment besoin des autres tout le temps? Voilà. Très bien. Voilà. Maintenant, nous venons vraiment vers la vraie chose. Tout d'abord, bon, je t'ai présenté rapidement dans une phrase, mais si tu aimerais bien dire quelque chose sur toi et surtout maintenant sur le yoga de Kundalini, ce que tu en penses, ce qu'il faut faire pour réveiller cette énergie immesurable, incroyable que tout yogi, quel que soit son chemin, cherche quelque part, consciemment ou même inconsciemment. D'accord. Alors, si vous cherchez l'éveil de la Kundalini, ne vous attendez pas à des choses extraordinaires, des spectacles, des ceci, des énergies non, pas du tout. La Kundalini, c'est peut-être pas tout à fait le bout du chemin, mais on est déjà loin sur le chemin. Et c'est l'éveil de la conscience. Et qu'est-ce que c'est que la conscience? C'est réaliser que peut-être avec telle personne, j'ai dit une chose, avec tel autre, j'ai dit une autre. Pourquoi est-ce que j'ai dit des choses différentes? Parce que les gens sont différents. Et moi, alors, où est-ce que je suis là-dedans? Quand la Kundalini s'éveille, quand elle est là, elle va me montrer que je ne suis pas unifiée. Elle va m'obliger à travailler en moi vers cette unification. Bien sûr, au début, ce n'est pas ça qui m'a attirée et je ne l'ai compris que beaucoup plus tard.
la première fois où j'ai suivi un cours de Kundalini Yoga, ce qui, moi, m'a attiré, c'est l'intensité physique de ce cours. Parce que c'est très bien d'aller voir à l'intérieur de soi, c'est très bien de se rencontrer, mais pour ça, il faut avoir les deux pieds sur terre. Nous vivons sur cette terre. Nous sommes avec les pieds sur terre et la tête dans les nuages, je veux bien. Mais les pieds sur terre, c'est la première chose. Et pour avoir les pieds sur terre, il faut une pratique physique intense qui nous garde présents ici, maintenant où nous sommes. Seulement à ce moment-là, nous pourrons aller chercher plus loin, aller voir comment ça se passe en nous, aller rencontrer ce que va nous montrer la suite de la pratique des méditations. En tout cas, dans la version, parce que je sais qu'il y a plusieurs formes de Kundalini Yoga, dans la forme que moi je pratique et qui est centralisée, je dirais, par KRI, Kundalini Research Institute aux États-Unis, nous avons une pratique physique qui est intense tout le temps, tout d'abord, parce qu'on part du principe qu'il faut être bien ancré pour aller plus loin. Et lorsque des personnes imaginent qu'ils vont vivre, qu'ils vont juste s'asseoir et vivre des choses extraordinaires, en général, ils ne restent pas. Après le premier cours, ils ont compris que ce n'était pas ça que nous proposions, que ce que nous proposions, c'était vraiment un travail de renforcement de l'être. Alors, Et moi, ce que j'ai découvert... Comment ça change par rapport à la pratique des postures de yoga au nom de Hatha Yoga que le monde tout entier pratique et pratique de Kundalini Yoga? Bon, est-ce qu'il y a des postures, est-ce qu'il y a des respirations? Il y a surtout le fait qu'il y a des postures, mais ce n'est pas la majorité. Il y a beaucoup de mouvements, des mouvements répétitifs pendant une durée qui peut aller de 2 minutes à une demi-heure, voire à 1 heure. Très bien. Mais ils sont répétitifs. Et donc, voilà, nous sommes dans le mouvement à un moment donné. Nous devenons le mouvement à un moment donné. Et il y a 2 zones du corps qui sont particulièrement travaillées. Une des zones du corps, c'est la région du 3e chakra, le nombril. Parce que nous savons tous que tout ce que dans notre vie nous allons vouloir initier, si ça ne part pas du ventre, ça ne va pas se passer. La tête, elle rêve. Il faut que les choses descendent dans le corps, partent du ventre pour pouvoir exister vraiment, pour pouvoir entrer dans la matière. L'autre zone qui est beaucoup travaillée, c'est la zone des épaules, parce que plusieurs techniques nous disent bien que si nous avons les épaules en bon état, c'est que notre système nerveux est en bon état. Si nous n'avons pas un système nerveux stable et solide, nous courons à l'échec. Donc voilà, ça ce sont dans la partie physique importante du Kundalini Yoga, ce sont les 2 zones qui sont très fort travaillées. 3e chakra et la région des épaules. À part ça, nous travaillons aussi d'autres postures, bien sûr, souplesse de la colonne, tout ça, mais pas... Voilà, c'est... Je n'irai pas jusqu'à dire accessoire, ce n'est pas accessoire, mais ça emballe la chose, on va dire. Absolument. Voilà. Alors, après ça, quand on a bien travaillé 3e chakra, quand on a bien travaillé les épaules, où nous ne sommes pas loin du 5e, là, nous pouvons nous poser et là, nous pouvons pratiquer plus une technique méditative. Nous avons d'abord assis la base. C'est très bien. J'avais des doutes, pas des doutes, mais comment dire, moi je savais, mais je voulais que le grand public sache que tout d'abord, il faut être stable physiquement, dans une bonne santé, des pieds bien par terre, une bonne prise de terre signifie qu'on n'est pas déséquilibré, ni physiquement, ni émotionnellement, ni mentalement. Et d'ailleurs, en Inde, on nous a toujours enseigné que si vous voulez vraiment pratiquer le yoga,
il faut être d'abord calme et bien posé. Ici, on m'en dit toujours que si tu n'es pas calme, va pratiquer le yoga. Ou si tu es nerveux ou si tu n'es pas bien, pratique le yoga. Mais en Inde, on m'avait dit que jusqu'à ce qu'on n'ait pas vraiment bien préparé notre terrain, le corps et l'esprit n'est pas bien préparé, on ne peut pas pratiquer le yoga. Alors ça, c'est très, très bien dit. Merci. Alors, raconte-nous un petit peu plus sur cette pratique, comment on pourrait s'initier, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Alors, celui qui en Occident a ramené cet enseignement, c'est Yogi Bhajan. Et il a ramené ce qu'on appelle des kriyas. Le mot kriya en lui-même veut dire un nettoyage. Mais comme chaque kriya travaille une zone précise du corps ou quelque chose de précis du corps, on peut dire qu'il nettoie ou qu'il travaille cette zone-là. Alors, ce qu'il nous est demandé, à nous enseignants, c'est de ne pas sortir du kriya. Quand ils ont été créés, que ce soit par Yogi Bhajan ou par d'autres beaucoup plus anciens, ces gens-là voyaient l'énergie. Donc, voyaient la suite à donner aux différents exercices, aux différents mouvements, de manière à ce que la somme des différents exercices soit plus efficace que individuellement, la somme de chaque exercice prise individuellement. Et donc, c'est pourquoi nous avons des kriyas et on peut en trouver sur Internet énormément. Il y a énormément de kriyas de Kundalini Yoga disponibles. Donc, l'idée, c'est que c'est une suite de postures avec respiration, avec mouvement, qui a un effet final. Et si nous voulons l'effet final, il faut le faire dans l'ordre. Voilà, ça c'est la base des kriyas de Kundalini Yoga. Alors ensuite vient le moment de relaxation ou de méditation. Il y a les deux, relaxation, méditation, mais on peut intervertir en fonction du kriya. Est-ce qu'il était intense, alors il vaut mieux une relaxation d'abord et s'asseoir ensuite pour une méditation, ou bien est-ce qu'il était pas trop intense et qu'on peut enchaîner avec la méditation. Mais alors, un gros morceau de cet enseignement, ce sont les mantras. Les mantras de Kundalini Yoga sont déjà en eux-mêmes des méditations. Et chanter un mantra, c'est une méditation. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? C'est très physique, j'allais dire chimique, mais même pas. C'est très physique. Lorsque nous parlons, en tout temps, la langue touche le palais à différents endroits. Quand nous chantons des mantras, nous répétons la même chose. Donc, la langue touche toujours les mêmes endroits. Et comme la langue touche toujours les mêmes endroits et que ces endroits sont reliés à l'hypothalamus, qui est le chef d'orchestre qui envoie le message à telle ou telle glande endocrine, nous activons des zones précises de nos glandes endocrines. C'est pourquoi je disais tout au début qu'on jouait de nos glandes endocrines, parce que par les mantras, là aussi, nous savons diriger cela. Donc, en fonction de l'effet recherché, nous allons chanter tel ou tel mantra. Et ce sera telle ou telle glande endocrine qui va être le plus sollicitée et donc qui va nous amener dans cet état-là. Ce n'est pas mystérieux, ce n'est pas... Voilà, c'est tout simplement la chimie du corps. Tout simplement. Et donc, voilà, c'est comme ça que fonctionnent les mantras. En plus, moi, j'adore le mantra. J'adore chanter des mantras. Voilà. Et je crois qu'une partie de cet enseignement nous vient du sikhisme parce qu'ils ont beaucoup cherché là-dessus. Ils ont fait un très, très gros travail sur le son. Absolument, oui, oui. Voilà. Guru Granth Sahib, qui est le livre sacré même de sikhisme, et quand on va là-bas dans le temple d'or d'Amritsar, on voit réciter ça constamment et on entre dans une certaine sorte de transe par cette atmosphère, par ces sons, par ces vibrations sonores tout de suite, ça c'est certain. Oui.
Voilà, alors quand même, est-ce que tu pourrais nous montrer une petite pratique comme une personne lambda qui pourrait faire juste pour penser à quelque chose? Je vais te montrer une pratique qui est, je dirais, une des premières que l'on apprend comme technique méditative, Très bien. qui est ce qu'on appelle le Sat Kriya. Sat veut dire vérité. Hein? Vérité. Donc, Oui. c'est le Kriya qui nous mène vers la vérité, mais la vérité en nous. Hein? Voilà. Oui. Alors, déjà, en général, on ne le fait pas dans cette assise-là, mais nous le faisons dans une assise où nous sommes assis soit sur les talons, soit entre les talons. Et comme moi, j'ai des genoux un peu plus âgés, je dois mettre un coussin pour ne plus demander trop à mes genoux. Voilà. Très bien. Alors, à côté de ça, nous allons croiser les doigts et pointer les index, placer les bras comme ceci. Alors, vous vous souvenez du pouvoir des pointes, hein? Voilà. Absolument. C'est oui. la connexion tertielle. Et nous chantons Sat Nam. Sat veut dire vérité. Nam, c'est le nom, l'essence de l'être. En fait, nous répétons, en disant Sat Nam, que l'on dit très souvent en Kundalini Yoga, nous disons la vérité est à l'intérieur de toi. C'est pas la peine d'aller courir la chercher là-bas. Elle est là, elle est en toi, dans ton ventre. Alors, en fait, en chantant Sat, il faut contracter abdominaux et sphincters, et en chantant Nam, il faut relâcher. Voilà. Alors, combien de temps tu veux que je chante ça? Quelques minutes? Juste 1 ou 2 minutes, parce que le temps est court pour nous. D'accord. Alors voilà, donc ça va donner Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam. Concentration au point entre les sourcils. Sat Nam, 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 Sat. Et pour terminer, inspiration très profonde, étirement vers le ciel. Expire, nous laissons revenir les bras. Voilà. Alors, quelque part, c'est une méditation facile parce que nous devons parler tout le temps, donc garder la conscience là. En même temps, la contraction du ventre et des sphincters et les lâcher, ça fait que nous avons quelque chose à faire avec le corps, avec la voix, et donc les pensées n'ont même pas le temps de venir. C'est vrai. Voilà, ça c'est un exemple. Même en écoutant, on n'avait plus de pensée, sauf juste les vibrations sonores, et c'est vraiment très, très efficace. Merci beaucoup, Huguette. Il faut qu'on fasse une fois, si c'est possible, une méditation avec toi, et puis il vaut mieux qu'on recherche un tout petit peu plus avec toi dans le domaine de yoga et la question fondamentale, le yoga en Inde, yoga en Occident, et pourtant c'est le même chemin quelque part. Voilà, je te remercie infiniment de cette rencontre, quoique c'est virtuel, mais en même temps, ça nous amène vers cette vérité, cette qui est notre chemin à chacun d'entre nous. Des fois, c'est conscient ce chemin, des fois, c'est inconscient, mais selon moi, tout le monde, petit à petit, va aller dans cette direction. Je le souhaite. Merci. Merci, Kiran. Namaste. Namaste. Namaste et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Oui.